Bonsoir, bienvenue chez Comic Coff. Aujourd'hui, je vais vous présenter les comics inspirés de Lovecraft, avec en préambule la présentation du Métal Hurlant de 1978, numéro 33 bis spécial Lovecraft. C'est le premier magazine européen qui a présenté l'œuvre de Lovecraft et avec on va dire une teinte un peu quand même assez française, nous a fait découvrir donc en terre gauloise le Lovecraft. Avec, bon, c'est plus du marin qu'autre chose, mais vous voyez, déjà, il y a les présentations de Présence du futur, il y a le monstre sur le seuil de Breccia, il y a déjà une présentation des comics et des bandes dessinées qui sont inspirées du Maître de Providence. Et c'est grâce à cette lecture qu'on peut véritablement se dire que Lovecraft a été revu en BD en France et en Europe et pas trop aux États-Unis. C'est vraiment parce que là, par exemple, cette version de Métal Hurlant Lovecraft, elle a été ensuite éditée aux États-Unis. Hein. Ça a été d'habitude, c'est Métal Hurlant, Heavy Metal qui allait en Europe, et là c'était le contraire. Hein, avec une présentation de l'offre, enfin, de toute la bibliothèque. C'est les prémices vraiment de la BD Lovecraftienne. Hein. Et donc je vais vous présenter un peu toutes les versions, aussi bien d'Amérique du Sud que du Japon, qui sont vraiment la base des comics de Lovecraft. Donc on va commencer par les deux véritables créateurs des BD sur Lovecraft, et ce sont des créateurs argentins. Pourquoi argentins? Et comme je vous l'ai présenté en premier lieu, le Métal Hurlant 33 bis, c'était un Métal Hurlant français. C'est parce que j'ai l'impression que les éditeurs de comics ont toujours eu beaucoup de mal sur l'œuvre de Lovecraft. Ils ont été très souvent très froids à cette œuvre, et ils ont eu beaucoup de mal à trouver, ou tout du moins à investir dans des dessinateurs qui pourraient donc présenter cette œuvre. Donc d'un côté, on va commencer par Breccia. Breccia est vraiment à la base. D'abord, il y a eu Breccia et ensuite il y a eu Lalia. Breccia était vraiment à la base de la présentation. Ce sont les mêmes livres, les deux. Hein. Ça a été vraiment à la base. Donc les couvertures, bon, à ne pas présenter aux enfants. Et Breccia était vraiment à la base de la création d'une BD onirique. Et on le voit tout de suite dès les premières images. On a vraiment des dégradés de gris. Hein. Chez les deux auteurs, il n'y a pas de couleur. Et on passe, la nouvelle se passant petit à petit, c'est-à-dire il y a plusieurs nouvelles, c'est des recueils de nouvelles, mais à chaque fois on a un phénomène de crescendo. C'est-à-dire on va commencer souvent par des présentations assez sommaires, avec beaucoup de blanc, avec des crayonnés assez simples à appréhender, et petit à petit le gris va prendre sa place. Et pour montrer la multitude des gens, par exemple là sur Kingsport, donc le port des sorcières, on va mettre toutes ces ombres, on va créer des ombres, on va faire des collages, on va faire des nuanciers de gris, jusqu'à ce que la nouvelle se passe petit à petit. Tout d'un coup, quand la nouvelle se finit et que le protagoniste sort vivant, hein, le tracé, vous voyez, redevient un tracé de comics américain classique. Sauf qu'il y a un rappel en disant attention, ce qui est arrivé au protagoniste peut très bien nous arriver. Et c'est ça vraiment dans toutes les nouvelles que je vais vous présenter. On commence à chaque fois par soit du blanc, soit un petit crayonné, et petit à petit ça va aller crescendo. Et vous voyez par exemple sur les dernières nouvelles, hein, que carrément les personnages on les voit plus, c'est du Picasso, c'est Guernica, clairement. Donc on commence par le festival. Le festival c'est quoi? C'est un jeune étudiant qui va visiter sa famille à Kingsport et qui se rend compte que cette ville a été prise, le pouvoir a été pris par les sorciers. Ensuite, nous avons ici la monstre sur le seuil, où c'est l'histoire d'Edward Derby, un jeune poète prometteur qui va donc se marier avec une jeune femme d'Innsmouth, Asenath Waite, et que petit à petit cette femme ensorceleuse, hein,
va prendre le pouvoir de sa vie et de tous ses proches. Et vous voyez par exemple donc ce qui se passe, dégradation même des protagonistes. Vers la fin, il n'y a plus que des cases de gris. Hein. Et on voit que petit à petit, en fait, le personnage d'Azenath Waite va s'incruster dans toutes ces nouvelles, dans tout son monde, hein, jusqu'à une fin en apothéose, avec des nuancés également de gris, de désintégration. Et c'est clairement, là par exemple, ce personnage d'Azenath Waite a été très utilisé ensuite par les scénaristes du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui en ont fait le grand méchant, ou tout du moins l'un des grands méchants de la ville d'Arkham. Hein, c'est une femme apparemment ordinaire, et qui petit à petit va mettre en place tout un réseau de cultistes et de savants corrompus dans l'université de Miskatonic d'Arkham. Et c'est vraiment c'est assez étonnant, et c'est bien sûr qu'à la fin qu'on comprend les tenants, les aboutissants de cette intrigue. Ensuite, nous avons le cauchemar d'Innsmouth. Le cauchemar d'Innsmouth, où un étudiant va aller visiter donc une ville, le port de pêche d'Innsmouth, et se rendre petit à petit compte de la corruption de ce monde. Et donc un vieux pêcheur, Zadok Allen, va lui expliquer ce qui se passe à Innsmouth. Et ensuite, ce ne sera plus clairement, ce ne sera plus que des plages de gris dans une fuite en avant pour sortir de ce cauchemar. Ensuite, nous avons la Cité sans nom. Cité sans nom, c'est très onirique, hein. Donc, alors par rapport à l'abomination de Dunwich, qui était déjà présente qui a été présentée bien sûr dans Metal Hurlant le 33 bis. L'abomination de Dunwich, avec des choix également de présentation où petit à petit on se rend compte également que le vieux sorcier Wadley a fait un pacte, tout du moins s'est associé à quelqu'un, et que sa fille a accouché d'un enfant plus que bizarre, qui veut voir son père, qui veut rappeler son père. Pourquoi, comment? On le voit petit à petit que malgré le fait qu'on se disait à ce moment-là le fils dégénéré était mort, tout allait s'arranger, mais non, ça devient crescendo jusqu'à la fin, la révélation de l'abomination de Dunwich. Il y a vraiment là, j'ai trouvé que il y avait vraiment petit à petit une dégradation dans ce village, et jusqu'à une fin en apothéose magnifique. Hein. Et juste quand tout revient à la normale, qu'est-ce qu'on a? Une page blanche. L'équipe des savants de Miskatonic sont venus, ont réussi à régler le problème, et ça me donne l'impression souvent d'une fin de scénar de Cthulhu, c'est-à-dire à la fin, page blanche, ça y est messieurs, on a fini, mais est-ce que vous êtes heureux? Ben non, pas trop. Voilà. Enfin, nous avons la présentation de l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est vraiment la définition donc des cultes le plus puissant sur Terre, hein, culte de Grand Ancien. Et pareil, on a vraiment une dégradation de plus en plus importante, hein, du tracé, jusqu'à la présentation justement de qu'est-ce que le mythe de Cthulhu, et le fait que tous les protagonistes de cette nouvelle vont disparaître les uns après les autres, parce que la conspiration est vraiment énorme. La couleur tombée du ciel. La couleur tombée du ciel, ça m'a rappelé la chute d'un isotope radioactif sur une ferme. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc petit à petit, on voit une dégradation de la santé des occupants, dégradation du dessin également, et également la ferme produit des fruits énormes mais non comestibles, et petit à petit vous voyez tout se dégrade, hein, jusqu'à ce que tout explose clairement. Voilà. Celui qui hantait les ténèbres, c'est une présentation également d'un culte dans la ville de Providence. Donc vous voyez de nouveau, l'auteur s'est vraiment inspiré des crayonnés d'art moderne.
Et enfin, celui qui chuchotait dans les ténèbres, là c'est un enquêteur qui va dans le Vermont, appelé par un professeur qui lui dit que les collines sont les collines sont occupées par des êtres étranges qui veulent en sortir les matières premières. Et ces êtres étranges, il voudrait lui présenter, il dit je vais les rencontrer. Et quand il va le voir, cette personne, ce reporter, eh bien, il se rend compte que cette personne tout d'un coup a l'air vraiment bizarre. Et que ce n'est peut-être pas la même personne qu'il avait appelé. Ensuite, on passe à l'Alia. L'Alia, le crayonné est beaucoup plus précis. Ça reste un crayonné. Au début, on va dire que c'est assez simple, c'est de la ligne claire. Et la situation, pareil, petit à petit, va faire que ça va devenir de plus en plus lourd, l'atmosphère va devenir de plus en plus chargée. Là, vous voyez, c'est la couleur tombée du ciel. C'est une autre vision donc de la même nouvelle, une autre interprétation, et c'est vraiment utile d'avoir ces deux interprétations. Là, par contre, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'Alia, lui, de son côté, selon les nouvelles, allait être beaucoup plus découper l'action de façon beaucoup plus précise par rapport à Breccia, qui lui va essayer en 4 dessins de vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà. Là, pareil, vous voyez l'abomination de Dunwich. L'abomination de Dunwich, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de présentation. Clairement, par exemple, quand on va faire un jeu de rôle, on va plus se baser sur ces dessins que sur ceux de Breccia. Moi, j'ai l'impression pour les personnes qui connaissent un peu le mythe, ça va être plus facile à lire, mais on n'a pas les mêmes émotions. Voilà ce que je voulais dire. Là, on se retrouve avec des dessins qui peuvent rappeler certaines illustrations des jeux de rôle. Donc là, ça passe. Hein, par contre, c'est la même nouvelle, hein, donc, mais elle est beaucoup plus décrite, beaucoup plus longue. Donc on a aussi la cité sans nom, on a de nouveau l'appel de Cthulhu, une autre interprétation également, qui elle m'a fait penser parfois aussi à des petits délires que pouvaient avoir les dessinateurs des années 70, avec des grands Cthulhu écrits, des petits délires comme ça. Et par contre c'est beaucoup plus précis. Et c'est la même chose sur le manuscrit oublié, où là on se rend compte que, par exemple, le modèle de Pickman, c'est des nouvelles qui sont beaucoup moins utilisées, beaucoup moins même lues par les amateurs, et qui font que ça peut être utile d'avoir ces nouvelles sous la main, de pouvoir les lire, d'avoir ces BD. Donc là, voici la version japonaise des BD basées sur Lovecraft, avec Kutanabe qui a commencé par faire Les Montagnes hallucinées en 2 tomes. Et là, tout de suite, bon, on voit quand même la patte japonaise. Rien que dans un petit souci pour les vieux fans, c'est que ça se lit comme un manga. Donc, mais ensuite, j'ai trouvé que c'était quand même, c'était très très bon, très complet. Avec également pareil des nuancés de gris, du noir et blanc, des présentations, et vraiment c'est un vrai bloc à chaque fois qui présente la nouvelle Les Montagnes hallucinées. Donc les Montagnes hallucinées, c'est quoi? C'est une expédition dans les années 20, une expédition qui va explorer une partie du pôle sud. Et il tombe sur donc une chaîne de montagnes inconnue. Et petit à petit va se rendre compte que derrière cette chaîne de montagnes se trouve toute une civilisation qui est endormie et qui pourrait à tout moment se réveiller. Donc les Montagnes hallucinées, c'est quoi? C'est 2 gros tomes, hein, totalement lisibles, même pour les gens qui sont un peu allergiques au manga. Beaucoup de détails. Là par contre les courbes, il n'y a pas de collage, c'est plutôt des courbes. Moi j'ai trouvé c'était des dégradés de gris, beaucoup de courbes. Les personnages, il n'y a pas le code du manga, hein. On voit c'est assez épuré.
hein. Sur certains points, par exemple sur les yeux, on va voir qu'il y a un petit côté japonisant, mais c'est très 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 petit, hein. C'est très très rare et on voit pareil crescendo le luxe de détails qu'il peut y avoir sur toute cette civilisation qui apparemment se trouve derrière les montagnes dans le pôle sud. A noter que cette nouvelle est à la base, hein, du film The Thing et d'autres films qui ont suivi, La chose de notre monde, qui toutes sont basées sur le fait que dans le pôle sud se trouve peut-être, ou dans le pôle nord d'ailleurs, se trouvent peut-être des civilisations, ou tout du moins une présence extraterrestre. On a ensuite Dans l'abîme du temps. Dans l'abîme du temps, c'est une histoire de... Au début, ça commence très clairement par des choses bizarres avec un homme qui perd la mémoire, qui va changer totalement de personnalité, un professeur d'université en économie qui va se retrouver à travailler sur l'occulte. Puis après, au bout d'un 20 ans, de nouveau, va reprendre son ancienne personnalité. Et c'est là on se rend compte petit à petit qu'il y a eu un transfert d'esprit avec une race extraterrestre. Et cet homme va petit à petit découvrir que ce qu'il croyait être un rêve était en fait un aller-retour dans le temps. Et il va aller en Australie pour vérifier ses rêves et se rendre compte que au fin fond de l'Australie, il règne encore des monstres et des civilisations oubliées qui transfèrent les esprits vers le futur et donc vers des personnes brillantes qui vont ensuite travailler pour décrire leur futur. Ensuite, nous avons donc encore une fois l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, moins bien. Moi, je l'ai trouvé moins bien, vu que ça avait été déjà bien décrit par Breccia et Lalia. Je l'ai trouvé un peu en redite, hein, curieusement. Bon, déjà, il n'y a plus la surprise du tout, hein. Et j'ai trouvé que sur les dessins, même sur la présentation, bon, il y a des fois, il y a des petits laissés-aller, genre des petits laissés-aller, c'est rien. Mais un personnage un homme dans les années 20 avec les cheveux longs, non, c'est pas possible. Voilà, faut sortir un peu Monsieur Tanabe des mangas. Non, ça, c'est pas possible. Clairement, voilà. Il y a une certaine tenue à avoir. Pareil, oui, j'ai trouvé que dans certaines façons, on revenait de nouveau vers certains codes et que c'était un peu limite, quoi. Par exemple, pareil, les marins, les vieux loups de mer qui sont tous glabres, non plus, non. Voilà, il y a plein de choses comme ça où, voilà, il y a des petites erreurs qui font que les anciennes versions sont beaucoup mieux. Ensuite, nous avons le Cauchemar d'Innsmouth qui là, par contre, j'ai trouvé, avait beaucoup plus de descriptions. On a vraiment une description de tout le background qu'il peut y avoir sur Innsmouth. Clairement, on visite toute la ville. Toute la ville est décrite. Et là, franchement, pour quelqu'un qui veut jouer dans Innsmouth, un maître du jeu qui veut jouer dans Innsmouth, ou quelqu'un qui se retrouve avec un jeu de plateau qui parle de cette ville, ben, il y est dedans. Là, par contre, il y est dedans, clairement. Avec la décrépitude de ce port de pêche, pourquoi il y a eu cette décrépitude. Ensuite, la présentation d'une histoire qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus... il y a du suspense, même si on sait ce qui se passe. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. J'ai trouvé que là, la version de Cauchemar d'Innsmouth était beaucoup mieux que les versions précédentes. Enfin, nous avons celui qui hantait les ténèbres. Là, beaucoup plus petit, mais sympathique. Moi, je dirais sympathique. C'est une petite nouvelle, donc ça fait vraiment un petit tome. On est habitué à avoir des gros tomes. Là, bon, là c'est un petit. La couleur tombée du ciel. Pareil, Par contre, là, oui, il y a des fois, ça pêche un peu. Hein, pareil. Et c'est vrai que le souci, c'est que autant, on va dire que dans certaines mangas, c'est pas un problème parce que il y a peu de texte. Hein, ou s'il y a du texte, il est bien accroché. Le problème, par exemple, pour moi qui suis un lecteur de BD classique, c'est quand il y a beaucoup de texte, eh bien, c'est pas évident de s'y retrouver. Moi, je suis pas habitué. Voilà, c'est le souci.
que je pourrais trouver qui fait que je me dirais, ça serait bien, vu que le public qui est visé là, ce sont quand même des fans de Lovecraft. Des fans de Lovecraft, je ne suis pas sûr qui savent lire les mangas, qui savent les apprécier. Moi, j'ai eu du mal avec ces bulles, avec tous ces dialogues, j'ai eu du mal. Hein, voilà, tout simplement. Donc, en guise de conclusion à cette présentation de Comic Off sur les BD et les comics Lovecraftiens, je dirais qu'il faut oublier clairement les comics américains. Les comics américains, sauf peut-être les derniers, et encore, n'arrivent pas à comprendre l'univers de Lovecraft. C'est pas assez bon, c'est trop bien décrit parfois, c'est trop fin, ça marche pas. Et surtout, vu que c'est dans un mode comics, c'est très long. C'est très long. Les auteurs essayent de faire ça en longueur, essayent de revoir, de mettre des petites annexes. Il faut vendre une série. C'est en mode série. Hein. Tandis que là, on est sur des auteurs. Des vrais auteurs, et non pas des éditeurs. Ce sont des auteurs qui ont lu Lovecraft et qui ont su en tirer une œuvre. C'est le cas avec Gutanabe. Donc, le cauchemar d'Innsmouth, que je vous conseille. Je pense que c'est la meilleure version pour avoir une idée clairement de... C'est long, je vous dis, il y a 2 volumes, mais ils sont excellents, vous les dévorez. Hein, voilà, hein, vous avez la version, on va dire, pure, japonisante, mais à peine, très peu. Hein, et là, vous avez de l'autre côté les mythes de Cthulhu avec Breccia, où là, vous êtes sur une œuvre artistique, clairement. C'est une œuvre artistique qui vous présente le mythe de Cthulhu comme vous avez vraiment l'impression que l'artiste a eu ses cauchemars. Et de ses lectures, il a eu des cauchemars, et de ces cauchemars, il a tiré ses créations. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est à lire, c'est à revoir, c'est à rééditer. Voilà, c'était mon mot de la fin. Voilà, bonne soirée.